Bonjour à tous, il est 11 heures et nous allons commencer ce nouveau webinaire sur les dissolutions et liquidations d'entreprise. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de 3 jours et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Nous avons évidemment Émilie Kidor qui est notre directrice des formalités qui viendra présenter tout l'aspect formalités qui sont issues de ces opérations. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Florian Landry, qui est avocat au cabinet Oslo. Merci Florian d'être avec nous. Bonjour, Alors Florian, bonjour à est-ce que tous. tu peux nous présenter rapidement ton cabinet avant que nous rentrions dans le vif du sujet? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci de m'accueillir pour ce webinaire. Donc, je vais présenter rapidement Oslo. Donc, Oslo, en fait, on a un cabinet d'avocats d'affaires assez récent parce que on a lancé Oslo il y a 1 an maintenant. Donc, c'est un cabinet d'avocats d'affaires spécialisé notamment en droit des sociétés, mais on a également des pratiques transverses, notamment la propriété intellectuelle, le droit des médias, le droit de la concurrence, des contrats ou même encore du contentieux. Et en fait, chez Oslo, on est donc une petite boutique d'avocats d'affaires. On est à Paris et à Lille. Et notre objectif, c'est de pouvoir offrir en fait un one-stop shop à nos différents clients qui viennent nous voir et qu'on puisse répondre à l'intégralité de leurs problématiques, que ce soit évidemment en droit des sociétés, mais tous les pans du droit qui gravitent autour. Et nos clients, bah, aujourd'hui, en tout cas, sont différentes typologies. On s'adresse autant aux startups, aux PME et aux ETI qu'aux sociétés, aux groupes d'entreprises, notamment des groupes du CAC 40. Donc, on a vocation, en tout cas, à conserver une pratique importante en droit des affaires, droit des sociétés. Et c'est pour ça, pour la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour vous parler avec Émilie du sujet des dissolutions de liquidation. Et je pense que c'est tout pour l'introduction d'Oslo. Merci Florian, c'est effectivement un très beau cabinet. Merci encore une fois de nous avoir aidé dans la préparation de ce webinaire. Alors ce webinaire qui sera en 2 parties, une première partie qui sera concentrée sur la partie dissolution et une seconde sur la liquidation. Un petit préambule sur la dissolution, on verra les dissolutions en tant que cessation d'activité d'une entreprise et les liquidations en tant que réalisation de l'actif, apurement du passif et redistribution du sol, pardon. Euh, Chose à avoir en tête, il ne peut pas y avoir de dissolution sans liquidation et réciproquement de liquidation sans dissolution, sauf cas un peu exceptionnel. On ne traitera pas dans ce webinaire tout ce qui est lié aux procédures collectives et aux aspects droit social et droit fiscal qui ferait un peu déborder le timing que l'on a sur ce webinaire. Et enfin, pour les cas un peu spécifiques que je mentionnais un petit peu plus haut, vous pouvez vous référer au webinaire que nous avons fait au mois de septembre sur les TUP et au webinaire que nous avons fait au mois de mars sur les fusions. Donc, on va vous envoyer dans le chat les différents replays vers ces webinaires qui sont accessibles et que vous pourrez consulter. Petit point la question qui est souvent demandée, c'est sur les slides de cette présentation. Je peux évidemment vous les envoyer. Vous m'envoyez un mail à l'adresse antoine.feltz@legalvision.fr et je vous répondrai avec les slides par email. Mais rentrons directement dans le vif du sujet avec la dissolution et les causes de la dissolution. Florian, c'est à vous. Merci. Donc oui, pour la dissolution, donc comme Antoine l'a dit, on a une dissolution puis une liquidation. C'est 2 étapes distinctes, mais l'une entraîne l'autre. Et donc pour débuter, c'est en fait quelles sont les causes, quelles sont les raisons pour lesquelles on va entrer en dissolution. Donc il n'y a pas vraiment de distinction légale, en tout cas de grande catégorie légale sur ce qu'on entend par une cause de dissolution. Pour faciliter la lecture, on en a distingué 3, donc 3 grandes catégories de causes de dissolution. On aurait la dissolution automatique, les dissolutions dites forcées et ensuite la dissolution volontaire. Donc on va aborder nous ici en détail. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir juste expliquer les différentes causes en commençant par celle du coup de la dissolution dite automatique. Donc là-dessus, c'est nous qui avons fait en fait cette catégorisation, mais il faut se référer à 1844-7 du Code civil pour avoir les principales causes de dissolution. Et on distingue plusieurs causes de dissolution automatique. La première, ça serait l'arrivée du terme en fait de la société. Donc, comme vous le savez, une société peut être constituée
pour 99 ans maximum. Et donc, le fait d'arriver à ces 99 ans pourrait faire entraîner la dissolution de la société. Alors, c'est facilement évitable, hein, parce qu'on a la possibilité de proroger le terme de la société et normalement, il y a même l'obligation de consulter les associés 1 an avant l'arrivée du terme et on peut proroger le terme pour la même durée, donc jusqu'à 99 ans, c'est possible. Il y a même également la possibilité d'ailleurs de régulariser, en justice si on a atteint le terme et qu'on n'a pas prorogé en amont, on a encore 1 an après, pour pouvoir, proroger le terme. Donc c'est un des premiers cas, qui arrivent tout de même de dissolution. Le second cas, en fait, ils sont 2, c'est la réalisation ou l'extinction de l'objet social. Alors c'est 2 cas différents. La réalisation de l'objet social, c'est-à-dire qu'on a constitué la société avec un objet social limité, très précis et le fait que cet objet social ait été réalisé, la société, est automatiquement dissoute parce qu'il n'y a plus, d'objet. Typiquement, c'est l'exemple, c'est une société qui a été constituée pour des travaux très précis, et ces travaux ont été réalisés, donc la société, vu que l'objet n'a pas été suffisamment décrit, l'objet est considéré comme réalisé. À l'inverse, on peut avoir ce qu'on appelle l'extinction de l'objet social. Là, c'est l'objet social qui est devenu illicite. Par exemple, on nous a retiré un agrément ou alors l'objet social de la société était un objet qui est devenu illégal. Donc dans les 2 cas, on essaie de l'éviter au maximum lors de la création d'une société en rédigeant des statuts et notamment un objet qui est assez large pour ne pas avoir sa réalisation ou son extinction. Et enfin, le dernier cas de cause automatique de dissolution, ça va être les causes prévues au statut. Parce qu'il est possible de prévoir au statut différentes causes de dissolution qui rendent celle-ci automatique. On peut prendre l'exemple assez typique qui va être la prise de contrôle par un concurrent, le décès d'un associé, le retrait d'une autorisation administrative. Ce sont différents cas. Alors là, pour le coup, on ne peut pas faire une liste, hein. Évidemment, chacun met ce qu'il souhaite dans ses statuts. Mais donc, c'est une cause de dissolution qui va être déjà prévue à l'origine dans les statuts. Donc ça, ce sont les 3 grandes causes de dissolution automatique. Et ensuite, l'autre grande catégorie qu'on a voulu faire et distinguer ici, c'est la dissolution dite forcée, enfin, qu'on a appelée forcée. Donc c'est sur les slides, juste après. Là aussi, on peut se référer à l'article 1844-7, du code civil. En fait, on va en distinguer plusieurs. La première, ça va être la cause, pour juste motif. Donc en fait, là, c'est défini à l'article 1844-7, c'est un événement qui rend, la vie sociale impossible. Donc l'article cite 2 exemples qui sont la mésentente entre associés qui entraîne la paralysie de la société ou l'inexécution des obligations de la société, de certains associés, pardon. Ça, c'est en fait une dissolution dite forcée, mais il faut la demander en justice. Elle n'est pas automatique, contrairement à celle qu'on a eue avant. De la même manière, lorsqu'on va avoir une société où toutes les parts vont être réunies dans une même main, ça peut causer la dissolution. Alors il y a des exceptions, hein. La SAS ou la SARL en fait fonctionne à associé unique. On parle de URL ou de SASU. Et ensuite, il y a toujours la possibilité également de régulariser dans un certain délai. Donc là, on parle d'un délai d'1 an, une fois que toutes les parts sont réunies dans une même main, pour pouvoir régulariser. Ensuite, l'article cite un autre cas de dissolution forcée, c'est l'annulation du contrat de société. En fait, on va annuler le contrat de société et la conséquence directe sera une conséquence dite de dissolution. Donc l'annulation du contrat de société, pour le coup, c'est l'article 1844-10 qui en parle. Ça va être la nullité des contrats classiques, mais ça va être aussi si on ne respecte pas, les éléments essentiels du contrat de société, comme par exemple la participation aux pertes. On peut avoir l'annulation qui entraîne la dissolution. Autre cas de dissolution forcée, c'est la liquidation judiciaire. Donc ça, on en a parlé en introduction, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet à part et à part entière. Donc on pourrait faire un webinaire entier sur les procédures collectives, mais c'est un cas de dissolution également. Et enfin, elles ne sont pas listées parce qu'il y en a à peu près dans tous les codes, dans le code de commerce, dans le code civil, mais ça va être des causes particulières à certaines sociétés. Donc là, on en a cité quelques-unes, mais c'est par exemple une société anonyme, comme elle a un capital minimum, le fait d'être en dessous de ce capital minimum peut entraîner la dissolution. Une SARL qui a plus d'un certain nombre d'associés, ça peut être la même chose. On connaît aussi le sujet plus courant de la recapitalisation ou encore, par exemple, dans une société de personnes comme une SEL, on peut avoir des associés qui perdent certaines capacités d'exercer et donc ça entraîne la dissolution. Donc ça, c'est des causes qui vont être propres à chaque société, en chaque forme sociale en tout cas.
Et enfin, sur le dernier sujet, enfin la dernière cause de dissolution, c'est la dissolution volontaire et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui principalement. Donc c'est celle qui va être décidée par les associés de la société. Donc comment mettre en œuvre en fait la dissolution volontaire? Donc on va voir l'aspect juridique et ensuite l'aspect justement formalité là-dessus. La décision de dissolution, c'est une décision qui est prise à la majorité pour modifier les statuts de la société. Alors la majorité va dépendre de la forme sociale de votre société. Donc on a mis quelques exemples, hein. Société anonyme, c'est la majorité des 2 tiers. Société à responsabilité, c'est la même chose pour les SARL constituées après 2005, avant c'est 3/4. Pour la société par action simplifiée, c'est important de le préciser, mais évidemment, c'est les statuts comme la SAS est une forme assez spéciale où la plupart des règles sont dans les statuts. S'il n'y a rien précisé dans les statuts de majorité, pardon, ça va être l'unanimité. Donc il faut bien, lors de la rédaction des statuts de la SAS, prévoir ça. Même chose pour la société civile. 2 points importants, lorsqu'on parle de dissolution volontaire, c'est que la dissolution, en fait, elle doit en amont, répondre à 2 critères. Un, elle ne doit pas constituer une fraude aux droits des créanciers. C'est-à-dire que le but de la dissolution ne doit pas être d'échapper justement, aux dettes de la société. Il faut rappeler que si, on est, si nos dettes sont trop importantes enfin, si notre actif disponible est trop important pour faire face à notre passif exigible, on est en état de cessation des paiements et dans ce cas-là, il faut déclarer la cessation des paiements au greffe. Et donc là, on va passer en procédure collective. Donc la dissolution volontaire, elle ne doit pas être mise en œuvre lorsque justement on est dans cette situation de cessation des paiements. Et de la même manière, elle ne doit pas être contraire à l'intérêt social. C'est-à-dire que le fait de voter une dissolution ne doit pas, avoir pour objectif, un objectif contraire à l'intérêt social. Là, on a mis l'exemple de l'abus de majorité, mais c'est l'exemple typique, d'une société où le majoritaire a promis de racheter, par exemple, les parts du minoritaire et pour éviter de devoir, racheter ses parts, il va décider la dissolution. Parce qu'on l'a vu, peut-être qu'il a la majorité suffisante pour le décider seul. Donc ça serait en fait contraire à l'intérêt social et dans une intention frauduleuse. Donc c'est ça qui est important de retenir ici, c'est que la dissolution volontaire ne doit pas être mise en œuvre dans un intérêt frauduleux. Et on le verra plus tard, mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que parfois certains mettent en œuvre la dissolution volontaire à des fins frauduleuses et donc aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de pouvoir le faire, ainsi. Donc une fois qu'on a décidé on va voir un peu plus tard comment mettre en œuvre, la dissolution, mais une fois que c'est décidé par les associés, se pose en amont la question du choix du liquidateur. Qui peut être liquidateur de la société? Alors le liquidateur, en fait, il peut être choisi parmi les associés, les dirigeants ou des tiers. La principale condition, c'est d'avoir la capacité juridique de représenter la société. Donc en fait, les mêmes conditions que si quelqu'un souhaite être dirigeant de société. Donc il faudra remplir une déclaration de non-condamnation et de filiation et donc avoir la capacité juridique. Il est possible de nommer un liquidateur qui est une personne morale. Dans ce cas-là, il faut aussi nommer un représentant permanent. Il est possible de nommer plusieurs liquidateurs, et ça c'est intéressant, on va le voir plus tard, mais en fait chaque liquidateur, comme un dirigeant, comme un gérant, va pouvoir agir seul, mais par exemple pour le rapport qu'ils vont présenter aux associés, ils vont agir de manière commune. Mais c'est possible, selon la taille de la société et selon les volontés de chacun, de nommer plusieurs liquidateurs tant qu'ils répondent à ces quelques conditions. Et enfin, il y a une incompatibilité qui n'est pas écrite telle quelle, mais qui va de soi. En fait, on ne peut pas, dans le cadre de la liquidation, céder, des biens de la société au liquidateur ou à ses employés si c'est une personne morale, également à ses conjoints, ascendants ou descendants. Et donc en fait, si l'objectif, c'est que le liquidateur rachète certains actifs, il faut justement pas le nommer. Donc on va pas le nommer quelqu'un ou qui envisage d'acheter des biens de la société, ou ses proches envisagent d'acheter des biens de la société. Donc c'est pas édité tel quel, mais c'est une vraie incompatibilité, lorsqu'on va choisir le liquidateur. Ensuite, il y a les conditions d'exercice du liquidateur, elles vont être, on va en parler plus tard rapidement, mais concrètement, en fait, la durée du mandat du liquidateur, va être limitée à 3 ans parce qu'on limite, en fait, la durée de la liquidation. Alors on peut la proroger, hein, mais on la limite normalement à 3 ans pour les sociétés commerciales, et le renouvellement va être possible, on peut le demander, mais sur justification. Le liquidateur, en fait, faut considérer que c'est, pas un dirigeant, mais qui va avoir les mêmes conditions qu'un dirigeant. Donc il peut être rémunéré, il peut démissionner
et il peut être révoqué. À chaque fois, ça va être dans les mêmes conditions que sa nomination, donc notamment les conditions de majorité qu'on va voir après. Mais donc la démission est possible également. Alors il faut faire attention, hein, si le liquidateur est de mauvaise foi ou il démissionne de manière intempestive, il peut engager sa responsabilité. Mais donc le liquidateur, c'est pas un choix qui est définitif. D'abord, on peut mettre une durée à son mandat, ensuite on peut le révoquer et il peut démissionner. Et donc sur le choix de la nomination du liquidateur, il y a deux grandes hypothèses qui interviennent. Le liquidateur peut être nommé dans les statuts. Donc ça arrive assez souvent, c'est-à-dire qu'on prévoit que le liquidateur sera, par exemple, le président de la société dans une SAS. Donc là, on n'a pas besoin d'aller, on n'a pas besoin de requérir une majorité particulière pour le nommer parce que c'est les statuts qui vont s'appliquer. À l'inverse, si les statuts ne prévoient rien, c'est une décision des associés. Et c'est important de préciser que ce n'est pas la même majorité que celle pour décider de la dissolution. Et donc là, ça va être ça va être une décision plutôt ordinaire pour nommer le liquidateur. Donc la SARL ou la société anonyme, par exemple, ça sera la majorité du capital. Dans la SAS, en fait, ça va être ce qui est prévu au statut. Généralement, les statuts ne prévoient pas grand-chose là-dessus, et donc ça sera l'unanimité. Et ça, c'est un point d'attention à avoir. On trouve souvent cette problématique dans les sociétés par action simplifiée, c'est-à-dire que les statuts ne prévoient pas à quelle majorité va être nommé le liquidateur, et donc on se retrouve à devoir appliquer l'unanimité, qui est encore plus contraignant que la décision de dissolution. Donc c'est important dans nos rédactions de statut à la base de bien justement prévoir ce qu'elle a de quelle majorité on nomme le liquidateur, ou encore plus simple, de dire que ça sera par exemple le président de la société, un associé ou un tiers, hein. Ça peut être aussi un ancien commissaire aux comptes. On peut prévoir ce qu'on souhaite dans les statuts. Et donc, une fois qu'on sait comment nommer le liquidateur, il faut mettre en œuvre la décision elle-même de nomination, de dissolution, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on va contenir dans notre procès verbal? Évidemment, il va y avoir la décision de dissolution. Ensuite, il va y avoir la date d'effet. Alors, c'est important de préciser que la date d'effet, elle ne peut pas être antérieure à la décision de dissolution. Il est admis qu'elle puisse être postérieure. Généralement, la date d'effet, ça va être le jour de la dissolution. Alors, c'est une vraie conséquence, hein, parce que la dissolution au jour du procès verbal va entraîner la liquidation, c'est ce qu'on va voir après. Mais donc, date d'effet, c'est important de dire qu'elle ne peut pas être antérieure. Ensuite, ça va être le nom du liquidateur. Donc, on a vu les différents critères. La détermination de la mission du liquidateur, ça on le verra dans la partie sur la liquidation, mais il y a un cadre légal et ensuite il y a un cadre qui est conventionnel sur la liquidation. Et ensuite la durée prévue par la liquidation, donc à défaut, c'est 3 ans. La dissolution va automatiquement entraîner l'ouverture de la liquidation et la décision de dissolution est définitif. C'est-à-dire qu'on peut pas revenir en arrière, même si les associés souhaitent a posteriori ratifier, il y aura dissolution, donc la société sera en liquidation. Donc avant de prendre sa décision de dissolution, il faut évidemment bien peser le pour et le contre. Bon, généralement, quand on arrive à ce stade, on sait déjà où on veut aller, mais il est important de préciser qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc une fois qu'on a souhaité dissoudre la société, avec cette dissolution, c'est l'article L237.2 du code de commerce qui va s'appliquer et donc automatiquement, comme le précise cet article, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Pour les tiers, il faut une publicité et ça, c'est la partie formalité de la dissolution qu'on va voir maintenant. Donc sur la partie formalité, Émilie, que devons-nous faire sur le guichet unique? Alors, en effet, la formalité de dissolution est importante puisque, comme on vient juste de le voir, c'est à compter de l'immatriculation de l'inscription de la dissolution sur le CABIS que les tiers, la dissolution sera opposable aux tiers. Excusez-moi. La première des choses à faire, c'est de faire paraître une annonce légale, donc dans un CHAL, support habilité à recevoir les annonces légales, où il faut reprendre en fait toutes les mentions, donc la société qui est concernée, la date et le type de décision, donc si c'est une AGE, c'est une décision des associés, la mention de l'état de la dissolution, la mention du liquidateur qui est nommé et son adresse personnelle, c'est important, et également le siège de liquidation qui est fixé, puisqu'on peut avoir le siège de liquidation qui est au siège social et le siège de liquidation à une autre adresse. Le siège de liquidation n'est qu'une adresse de correspondance, donc d'où l'intérêt de bien indiquer l'adresse du siège de liquidation dans l'annonce légale pour que les tiers sachent à quel endroit ils doivent adresser leur correspondance.
Au niveau de la formalité pure, une fois qu'on a fait l'annonce légale, eh bien, on peut aller sur le guichet unique. La formalité donc est relativement simple. Il faut par contre bien cocher les bonnes cases dès le départ, donc à savoir bien indiquer qu'il s'agit d'une dissolution avec liquidation et indiquer si vous avez une poursuite ou non de l'activité, puisqu'on peut également faire une mise en sommeil. Si on prend le cas de la poursuite d'activité, donc la société continue son activité pendant la période de liquidation, les champs sont relativement bien faits. Il faut penser à indiquer, par exemple, sur le président s'il devient liquidateur ou pas, donc s'il n'a plus aucun rôle dans la société, pour que le président ne soit plus indiqué sur votre cabis. C'est important puisque le liquidateur prend la place du dirigeant. Donc il faut bien penser à aller le mettre dans la description du rôle sur le guichet unique. Ensuite, il faudra mettre toutes les informations liées à la dissolution, donc la date de dissolution, le fameux, ce qui s'appelle lieu de liquidation, donc savoir où se situe le siège de liquidation et mettre les informations concernant la publication que vous venez de faire. Si jamais votre liquidateur n'est pas un dirigeant, enfin s'il est un dirigeant, vous allez le voir apparaître dans la liste des liquidateurs. S'il ne l'est pas, il faut bien penser à ajouter le liquidateur. Normalement, c'est le slide qui suit. Merci. Voilà. Donc, si vous voyez aucun liquidateur à cet endroit-là, ça veut dire que vous n'avez pas été mettre votre dirigeant en qualité de liquidateur sur les écrans précédents. Donc, si c'est une erreur, pensez bien à revenir en arrière plutôt que d'ajouter en fait votre président liquidateur à cet endroit-là. Par contre, si du coup votre liquidateur n'est pas le dirigeant de la société, pensez à aller l'ajouter. Si vous n'y pensez pas, de toute façon, le guichet unique vous le rappellera. Au niveau des pièces, les pièces donc du coup sont bonnes, c'est-à-dire qu'il faut bien mettre le procès-verbal de dissolution dont on a parlé tout à l'heure, l'annonce légale. Attention, le liquidateur, s'il n'est pas dirigeant, il faudra bien mettre la pièce d'identité du liquidateur et sa déclaration de non-condamnation et de filiation. Si jamais, du coup, vous êtes dans le cas où vous voulez faire une mise en sommeil en même temps que la dissolution, il faut bien cocher non. Alors là, vous voyez, la petite souris est en plein dessus. C'est important parce que si vous ne le faites pas, l'établissement principal apparaîtra toujours à l'issue de la formalité sur votre cabis. Et la seule chose qui va changer, c'est que là, il va falloir aller fermer l'établissement principal. Alors, pas de panique, si vous êtes dans une dissolution avec mise en sommeil, vous avez marqué siège et établissement principal, ça va changer. Ça ne veut pas dire que vous allez fermer également le siège, puisque le siège doit rester. On va aller fermer l'établissement principal. Donc, il suffit simplement pour ça de mettre la date et la destination donc, de l'établissement. Donc, il est fermé. Et vous allez voir qu'à la fin, si tu peux cliquer, s'il te plaît. Pardon. Merci. Voilà, petit tour de magie. Vous voyez que c'est indiqué maintenant était siège et établissement principal devient siège. Donc, n'ayez pas peur, c'est bien marqué au départ siège, établissement principal, ça se modifie après. Donc, vous n'êtes pas en train de fermer le siège, uniquement l'établissement principal. Et donc, à l'issue de ces formalités, on se retrouve avec un cabis. Donc, c'est à partir de là, donc, la dissolution produit ses effets à l'égard des tiers, dès lors que vous voyez le liquidateur et la mention de la dissolution sur le cabis. On va désormais passer à la liquidation. Et du coup, Florian, je te retourne la parole. Ouais, merci. Donc la liquidation, ce qu'on disait, le cadre légal, c'est 237.1 et suivant, sachant qu'il y a un cadre facultatif à partir de l'article 237-14 du code de commerce. Donc la liquidation, on l'a dit, elle s'impose dès lors qu'on va prononcer la dissolution. Il va y avoir une mention société en liquidation qui est après la dénomination sociale. Alors c'est important, hein, dans tous les actes de la société, il faudra bien préciser société en liquidation, heu, comme après le nom, en tout cas après la dénomination sociale de la société. Ensuite, la personne morale, et ça c'est un point important, mais elle va subsister, donc elle ne disparaît pas au moment de la dissolution, elle va subsister, mais pour les besoins de la liquidation. Donc de la même manière, les contrats vont, sauf exception, perdurer du fait, pendant la dissolution, pendant la période de liquidation, pardon. À l'inverse, les organes sociaux, donc les représentants légaux de la société, eux vont, avoir une cessation de fonction
à date de la dissolution. Et il est important de noter que, alors il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, mais que selon le cas, ce n'est pas une révocation, en l'occurrence, c'est juste une conséquence directe de la dissolution pour les organes sociaux. Euh, on va voir un peu plus comment fonctionne la liquidation. Donc, on a parlé de comment est-ce qu'on nommait le liquidateur. C'est important aussi d'expliquer quel va être son rôle. Donc, en fait, le liquidateur, son rôle, le ou les liquidateurs d'ailleurs, ça va être de mettre en œuvre la liquidation et donc de dresser d'abord en fait l'inventaire de l'actif et du passif de la société. Ils vont avoir pour rôle de convoquer dans les 6 mois les associés pour expliquer leur plan de liquidation, donc comment ils souhaitent mettre en œuvre la liquidation. Et donc, c'est eux, comme il n'y a plus de dirigeants sociaux de la société, qui vont représenter la société, par exemple en justice ou vis-à-vis des tiers. Donc, ce sont les nouveaux mandataires de la société pour les besoins de la liquidation. Leur rôle, on l'a dit tout dans l'introduction, mais le but de la liquidation, ça va être premièrement d'apurer le passif et donc, si c'est nécessaire, de réaliser l'actif pour apurer le passif. Donc on l'a dit, le liquidateur ne peut pas céder, ne peut pas racheter un bien, il ne peut pas d'ailleurs céder à ses proches, donc ses employés, ses descendants ou conjoints. Il y a une question dans le chat qui dit si un liquidateur associé veut racheter un bien, est-ce que c'est pas une reprise d'apport? En fait, faut distinguer 2 casquettes pour le liquidateur qui serait associé. C'est la reprise d'un bien à la fin, donc de la liquidation, une fois qu'on va distribuer l'actif. Et dans ce cas-là, c'est en sa qualité d'associé qu'il va avoir ce bien-là. Et donc ça, c'est possible, évidemment, c'est le partage. Par contre, en sa qualité de liquidateur, il ne peut pas racheter un bien. Donc il y a d'ailleurs plusieurs questions là-dessus. Il est aussi impossible de céder normalement, sur le principe, un bien aux anciens dirigeants, sauf sous condition. Donc notamment la condition principale, si on ne veut pas aller devant le tribunal de commerce, c'est le consentement unanime des associés. Et de la même manière, les associés doivent donner leur accord lorsqu'on veut céder l'intégralité de l'actif, donc y compris par rapport à fusion d'ailleurs, de la société. Donc c'est les limites en fait à la réalisation de l'actif du liquidateur. Pour certaines cessions, il a besoin de l'accord préalable des associés. Et enfin, c'est pas obligatoire, sauf évidemment si les statuts le prévoient, mais on peut, dans le cadre de la liquidation, nommer un commissaire, enfin, le contrôle va être fait par le commissaire aux comptes, s'il est en place, et s'il n'y en a pas, ou même d'ailleurs s'il y en a un, on peut nommer un contrôleur de manière volontaire pour en fait contrôler la liquidation et sa mise en œuvre par le liquidateur. Donc c'est les 3 grandes étapes pour ensuite pouvoir mettre en œuvre la liquidation. Alors, on l'a dit, il n'y a plus d'organes sociaux. Par contre, les associés sont encore présents et ils ont des droits dans le cadre de la liquidation. Je pense que le principal droit, en fait, c'est un droit de regard. Donc, on l'a dit, ils vont être convoqués dans les 6 mois pour statuer sur le rapport du liquidateur. Dans certains cas qu'on vient de voir, ils doivent autoriser les cessions d'actifs. Donc, le liquidateur doit avoir leur approbation préalable. De la même manière, en fait, à la fin de chaque clôture d'exercice, parce qu'on l'a dit, la dissolution peut durer jusqu'à 3 ans, on va devoir leur rendre compte des opérations lors de l'approbation des comptes annuels. Donc le liquidateur doit, dans les 3 mois, hem, heu, enfin, sortir les comptes dans les 3 mois de la clôture et dans les 6 mois, il doit les présenter aux associés. Et donc, ils vont évidemment approuver les comptes, mais au-delà de ça, on va aussi leur rendre compte des opérations de liquidation. Donc les associés ont tout de même un rôle, actif dans la liquidation, c'est aussi un rôle de contrôle. Le liquidateur n'est pas seul, il doit quand même rendre compte aux associés, au-delà d'engager sa responsabilité, évidemment, il doit leur rendre compte. Parfois, par contre, la liquidation peut un peu déraper au-delà des 3 ans, donc le délai légal. Et donc, et ça, je pense que c'était aussi une question, comment on fait Mmh. pour proroger cette durée? Donc ça, je pense qu'Émilie va pouvoir vous répondre. Tout à fait, et ça va répondre à la question de Valérie qui, du coup, se demandait justement, au bout des 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Il est tout à fait possible de proroger, du coup, l'immatriculation pour les besoins de la liquidation. C'est une formalité donc qui est à faire, sur le CABIS, donc une inscription à effectuer sur le CABIS, qu'on va vous montrer juste là. Donc là, comme vous pouvez le voir, cette société a pas mal prorogé l'immatriculation. À chaque fois, on proroge pour une durée d'1 an. Donc chaque année, on va aller proroger pour une durée d'1 an jusqu'à la fin de la période de liquidation et donc de la clôture de la liquidation. La
date qu'il faut bien retenir, c'est que c'est à compter de la dissolution. Donc là, si on prend l'exemple de cette société qui a dissous à compter du 30 novembre 2016, elle a commencé à proroger à compter du 30 novembre 2019 pour 1 an. Donc jusqu'en 2020, 2021, 2022, 2023 et ensuite elle s'est liquidée. Il n'y a pas besoin d'avoir une décision des associés pour la prorogation, de l'immatriculation pour les besoins de la liquidation, sauf si le mandat du liquidateur est arrivé à terme. Dans ce cas-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il faudra une décision pour renouveler le mandat, renouveler le mandat du liquidateur, changer le liquidateur et cette décision devra être déposée. S'il ne s'agit qu'une décision de prorogation de l'immatriculation, c'est une formalité purement déclarative. Et pour ce faire, il existe une formalité sur le guichet unique. Et donc cette fois, on va cocher la toute première case quand on est sur cesser l'entreprise. Là, pour le coup, la question est très claire, c'est demande de prorogation d'immatriculation RCS. Vous cliquez bien oui, et il y a juste dans les détails de la cessation la date de la dissolution à mettre et la date de demande de prorogation. C'est relativement simple. On va passer à la clôture de liquidation, Florian. Oui, tout à fait. Donc là, on vient de voir comment mettre en œuvre la dissolution et la liquidation. C'est une des questions qui a été posée dans le chat, mais est-ce qu'il y a un délai minimum entre la dissolution et la liquidation? Non, il n'y a pas de délai minimum. Par contre, il faut bien qu'on puisse avoir l'ensemble des opérations de liquidation qui se réalisent. Donc généralement, il y a quand même un délai entre la dissolution et la clôture de la liquidation qu'on voit ici. Mais en tout cas, il n'y a pas de délai minimum. Sous réserve qu'évidemment, l'intégralité des dettes ait été remboursée au moment où on va clôturer la liquidation. Il y a un délai maximum, comme on a vu, mais pas de minimum. Donc ça, c'était juste pour répondre à une première question, mais du coup, une fois qu'on a pu apurer le passif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dette et qu'on peut du coup finaliser, clôturer la liquidation, ce sont les associés qui vont se prononcer justement pour clôturer cette liquidation. Alors, comment c'est mis en place? D'abord, le liquidateur va faire ce qu'on appelle des comptes de clôture. Donc, il va présenter en assemblée générale les comptes de clôture, donc en précisant l'intégralité des dépenses effectuées, le fait que les créanciers ont été remboursés et donc aujourd'hui, s'il se dégage ou pas un boni de liquidation, et il va proposer donc un partage entre les associés du solde qui reste. Donc les associés vont devoir d'ailleurs même examiner et approuver les comptes définitifs. Ils vont aussi devoir, dans la même décision, se prononcer sur le quitus et la fin du mandat du liquidateur. Et l'ensemble de ces décisions, elle est prise en fait, sauf évidemment si les statuts prévoient une majorité plus importante, elle est prise à la majorité d'une assemblée générale ordinaire, donc une majorité simple. Donc les associés, comme je l'ai dit, ils vont approuver la liquidation, le quitus, ils vont verser le cas échéant le boni de liquidation et ils vont constater la clôture. Donc la conséquence, c'est que le solde va être distribué entre les associés au prorata de leurs actions. Et la conséquence directe de la dissolution et de la liquidation, donc, c'est la perte de la personnalité morale de la société, qui n'a plus de personnalité morale, et donc on va devoir aller sur la phase dite de radiation. Alors passons aux formalités. Eh oui, pour pouvoir perdre la personnalité morale, il faut aller se radier au RCS et au RNE. De la même façon qu'on publie une dissolution, on va aller publier la clôture de liquidation. Les mentions sont les mêmes dans l'annonce légale que dans le PV de clôture de liquidation. Donc, on reprend bien du coup la société concernée en indiquant bien qu'elle est en liquidation, la date et le type de la décision, l'approbation des comptes de liquidation, quitus donné au liquidateur en rappelant bien son nom et son adresse. C'est une mention qui est obligatoire dans l'annonce. Et on indique bien que la clôture de liquidation est prononcée et la radiation du RCS. Une fois que cette annonce légale est faite, merci, cette fois, on va pouvoir aller dire qu'on est en disparition de la personne morale. Ces écrans-là, si vous ne les voyez pas s'afficher quand vous êtes sur le guichet unique, si vous voyez la question de savoir s'il s'agit d'une dissolution, c'est que votre dissolution n'a pas été bien reprise dans le registre national des entreprises, donc dans le RNE. Donc le guichet unique ne détecte pas votre société en dissolution. Dans ce cas-là, il convient de faire une correction au préalable. Ces questions-là ne sont posées qu'à partir du moment où dans le RNE, il est bien
identifier que la société a été mise en dissolution. C'est juste au cas où, ça arrive régulièrement, donc dans ce cas-là, faites bien une correction pour pouvoir ensuite passer à la liquidation sur le guichet unique. Donc là, il suffit simplement de cocher la disparition de la personne morale avec clôture de liquidation. Et puis automatiquement, ça va aller vous mettre que c'est pas suite à une chute, puisqu'on est en clôture de liquidation. Tout comme tout à l'heure pour la prorogation de l'immatriculation pour les besoins de la liquidation, la formalité est relativement simple. Il y a un encadré à compléter, donc qui est là, c'est le détail. Donc normalement, le détail de la dissolution est repris. Il suffit simplement d'aller indiquer la date de cessation totale d'activité, la date de clôture, donc la date de votre PV, et les dates de publication, donc de votre annonce légale que vous avez fait au préalable. Là, cette fois, dans tous les cas, vous allez devoir fermer, si ce n'est votre siège établissement principal, à minima votre siège, parce que si vous vous êtes mis en sommeil au préalable, vous ne verrez plus que le siège. Et donc, dans ce cas-là, il faut aller indiquer la date de fermeture de l'établissement, puisque ce n'est pas repris automatiquement. Donc, ça veut dire que là, il faut aller remettre la date d'effet de la clôture de liquidation, donc la date de votre PV. Et de la destination, bien sûr, pour dire qu'il est supprimé, cet établissement. Les pièces sont à peu près complètes, c'est-à-dire qu'elles sont complètes, sauf des nouvelles pièces qui sont obligatoires. Donc là, vous voyez bien qu'on vous demande le compte de liquidation, le procès-verbal de clôture de liquidation. Ne tenez pas compte du fait qu'il faille la mention d'enregistrement aux impôts. Ce n'est pas obligatoire de déposer le PV enregistré. Et puis la copie de l'insertion dans votre JAL. Il y a 2 nouveaux documents du coup à fournir depuis le décret du 7 juillet 2024 et plus précisément depuis le 1er octobre dernier, savoir l'attestation de régularité sociale et l'attestation de régularité fiscale. Ces documents-là, vous ne les voyez pas apparaître d'office, il faut aller les chercher dans les pièces supplémentaires en ajoutant des pièces. Donc là, vous avez l'exemple, vous pourrez les retrouver facilement en tapant les noms des sociétés. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Je clique un peu tard, désolé. Et donc, ces fameux documents, ces nouveaux documents qu'il faut fournir depuis le décret du 7 juillet 2024, le décret qui a imposé ces documents pour justement éviter la fraude dont on parlait tout à l'heure, ne serait-ce que la fraude sociale et la fraude fiscale. Donc, à savoir qu'une société qui se mettrait en dissolution pour échapper à ses cotisations sociales ou à son antécédent d'impôt, son reliquat d'impôt non payé, eh bien aujourd'hui, ce n'est plus possible, puisqu'il faut fournir au greffe, donc au même titre que le PV et les comptes de liquidation, une attestation de régularité fiscale et sociale qui seront déposées en annexe du RCS et accessibles au tiers. Donc, pour obtenir l'attestation de régularité fiscale, vous en avez un exemple ici. Vous avez du coup 2 possibilités. Soit une société est soumise à l'IS et à la TVA, elle a un espace professionnel sur impôts.gouv.fr. Et dans son espace professionnel, il y a un endroit pour aller chercher cette attestation de régularité fiscale. Pour les sociétés qui sont à l'IR, du coup, c'est les associés eux-mêmes qui font les déclarations sur leur déclaration d'impôt sur le revenu. Il faut utiliser la messagerie sécurisée de votre propre, du compte personnel du dirigeant sur impôts.gouv.fr. On vous a remis les liens, donc le site des impôts est très très clair. Donc, quand vous aurez la présentation, n'hésitez pas à cliquer sur les liens, vous verrez que la procédure est très très bien détaillée sur le site des impôts. Et le deuxième document, un peu plus compliqué, l'attestation de régularité sociale. On va distinguer plusieurs cas. On a les sociétés donc du coup qui ont bien un compte URSSAF ou un compte MSA, et donc ils ont un espace en ligne. Là, aucun problème, il suffit simplement d'aller télécharger l'attestation de vigilance, que ce soit sur l'URSSAF ou que ce soit sur la MSA. Donc ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Le souci commence à se poser pour les sociétés qui n'ont pas de compte URSSAF ou de MSA, puisque non employeurs, typiquement la plupart des sociétés civiles n'en ont pas. Dans ce cas-là, l'instruction qui a été donnée, c'est de contacter l'URSSAF au 3957, qui envoie par mail une attestation de non-inscription. Problème. Beaucoup d'URSSAF refusent d'envoyer cette attestation. Si on prend par exemple toutes les sociétés qui se trouvent en Bretagne, l'URSSAF de Bretagne refuse d'envoyer une attestation de non-inscription. Et même quand l'URSSAF accepte de vous fournir l'attestation
de non-inscription, certains greffes refusent cette attestation et veulent une attestation de vigilance, donc celle qui est présentée là sur la droite, ce qui fait que c'est le serpent qui se mord un peu la queue. Pour les sociétés donc du coup qui n'ont pas de salariés, c'est très compliqué, d'une, d'obtenir une attestation de non-inscription et deux, de faire accepter au greffe cette attestation de non-inscription. Certains experts comptables ont essayé de faire une attestation en tant qu'expert comptable indiquant que la société n'a pas de compte URSSAF. Certains greffes acceptent cette attestation, d'autres ne l'acceptent pas. Donc, vous voyez que là, il y a un vrai problème sur les sociétés qui n'ont pas de salariés, qui n'ont pas de compte URSSAF ou MSA. C'est qu'aujourd'hui, c'est un peu flou. Normalement, on devrait avoir une directive de l'URSSAF qui devrait venir nous indiquer ce qu'il faut faire et comment le faire pour ces sociétés-là. Mais on est toujours en attente d'une communication pour pouvoir sortir ces dossiers des méandres de l'administration. Oups. C'est pas grave, c'était juste le cabis. Et donc, du coup, à partir du moment où vous avez l'inscription de la radiation de la société perd enfin, il y a la perte de la personnalité morale. Je sais pas qui. Merci Émilie, merci Florian. Désolé, on a un petit peu dépassé le timing, mais c'était riche en informations, je pense. Il y a beaucoup de questions. On va passer à la réponse aux questions, mais juste avant ça, je voulais vous parler d'un événement que nous allons organiser au mois de février. C'est un événement unique pour les gens qui font des formalités. Donc, c'est destiné à toutes les personnes qui sont à toute cette audience-là. Je vous invite à rejoindre, c'est un événement gratuit et on viendra vous parler de formalités, de l'avenir du métier de formaliste. On aura des intervenants de très haute qualité, des personnes de l'INPI et d'autres types de groupements. Je vous invite à vous inscrire. Le lien va être partagé dans le chat. Inscrivez-vous dès maintenant. Vous recevrez tout le programme au fur et à mesure. C'est le 6 février, réservez la date. C'est dans un bel endroit en plein cœur de Paris. Et on met beaucoup d'efforts pour vous donner un maximum d'informations au cours de cet événement qui pourra rythmer la rentrée 2025. Et on va revenir tout de suite aux questions sur ce webinaire. Je vous répète une nouvelle fois, si vous voulez avoir la présentation, vous aurez les slides en m'envoyant en adresse à antoine.fels@legalvision.fr et on va passer directement aux questions. Est-ce que Florian, Émilie, vous aviez repéré quelques questions qui vous paraissaient avant que je prenne la première? La première, alors on l'a déjà traité. Qui signe le PV de dissolution? Ça, c'est en fonction de ce qui est prévu dans les statuts comme un PV classique, hein. Donc, si les statuts prévoient que c'est le président, par exemple, dans une SAS, ce sera lui qui va le signer. Dans une dissolution et liquidation d'une SARL avec partage des biens de la société entre les associés, le gérant peut-il être nommé liquidateur? Ouais, en fait, il y a pas la nomination du liquidateur, faut qu'il ait la compétence, comme on l'a dit, pour pouvoir diriger une société, le liquidateur. Donc là, en l'occurrence, sur cette question-là, le gérant peut être nommé liquidateur. Normalement, il y a pas de débat, à part s'il est prévu que le gérant soit justement on lui cède des biens et donc là, il y a juste l'incompatibilité de céder des biens au liquidateur ou à ses proches. Merci Florian. Une autre petite question. Bonjour. Concernant l'envoi de la dernière liasse fiscale pour la clôture de liquidation, faut-il transmettre les éléments comptables avant ou après les écritures de partage? Alors ça, pour le coup, C'est purement fiscal. c'est C'est purement purement fiscal. fiscal? Ah ok, Je pense du coup, qu'avec Emilie, on n'aura peut-être pas la bonne réponse à cette question-là. ok, donc on botte en touche. Désolé, j'ai choisi une mauvaise question. Vas-y, tu veux. Il y a une question, quid si les associés ne donnent pas quitus au liquidateur lors de la clôture? Alors ça, c'est en effet un vrai sujet parce que ce qui est prévu, c'est que les associés doivent approuver les comptes, et donc dans l'approbation des comptes, il y a le quitus qui va avec. S'ils donnent pas quitus et qu'ils approuvent pas les comptes, en fait,
il ne peut pas y avoir liquidation parce qu'il n'y a pas eu l'approbation des comptes. Donc soit le liquidateur va refaire ses comptes, va alors représenter des nouveaux comptes, soit même le liquidateur lui-même peut saisir le tribunal de commerce également pour demander l'approbation des comptes. Donc s'il n'y a pas quitus et approbation des comptes, il ne peut pas y avoir clôture de liquidation. Et donc pas de radiation non plus. Merci Florian. Une petite question sur le RNE. Comment régulariser une clôture sur le RNE alors que la formalité a été faite sur Infogreffe? Alors, pour la dissolution, si vous avez fait votre formalité sur Infogreffe et qu'elle n'est pas remontée dans le RNE, vous pouvez faire une formalité de correction. Par contre, si c'est vraiment la radiation de la société, donc la clôture de liquidation qui a été faite sur Infogreffe et qui n'est pas remontée au RNE, là, pour le coup, vous ne pourrez pas faire de correction. Il faudra envoyer un mail au guichet unique ou les appeler pour leur demander de mettre à jour le RNE en leur fournissant le cabis de radiation et la fiche INSEE indiquant que la société est radiée. Merci Émilie. Une question de Yasmine. Dans le cas d'une société radiée d'office, doit-on d'abord lever la radiation pour ensuite faire la dissolution anticipée, puis la radiation de clôture? Tout à fait. La radiation d'office, c'est une sanction administrative, donc c'est une sanction du greffe qui peut avoir plusieurs causes, hein. Par exemple, des courriers qui sont venus à NPAI. Donc pour pouvoir faire les formalités de dissolution et ensuite de liquidation, il faut dans un premier temps lever la radiation d'office. Cette formalité ne pouvant pas être faite sur le guichet unique, mais directement au greffe par voie papier. Alors, 2 questions concernant des dates. La première, le PV de liquidation doit-il avoir la même date que le bilan de clôture de liquidation? Pas forcément, puisque votre bilan de clôture, je pense que Florian peut répondre également, mais Non, non, votre tout à fait. bilan de clôture devant être présenté en assemblée générale. Donc logiquement, il va avec votre convocation, il est fourni aux associés avant. Donc logiquement, il est censé être daté d'avant l'AG de liquidation. Et une question pareille sur les dates, mais de Julien, concernant les attestations de régularité sociale et fiscale, est-ce qu'il y a une date d'obtention de ces documents-là qui est précisée? Il n'y a pas de date de préciser. Elles doivent être datées après la clôture, c'est-à-dire après le bilan, puisque logiquement, il vient attester que les chiffres qui sont mis dans le bilan sont corrects. Donc, elles ne doivent pas être datées d'avant le bilan de liquidation, parce que potentiellement, entre le moment où vous obtenez vos attestations et le bilan de liquidation, vous avez peut-être des dettes sociales ou fiscales que vous avez réglées, donc elles ne seront plus bonnes. Par contre, elles doivent être datées après le bilan de liquidation, donc elles viennent montrer la véracité de ce qui est indiqué dans votre bilan. Quel est le délai minimum entre la dissolution et la liquidation? Ouais, Florian y a répondu tout à l'heure. Il n'y en a pas. Par contre, petite précision, je pense que c'est important, parce que j'en vois parfois, il n'est pas possible de décider la dissolution et de clôturer dans le même PV. Ça, c'est impossible. Il faut absolument une période de liquidation, donc c'est-à-dire un PV de dissolution qui ouvre une période de liquidation et ensuite un PV de clôture de liquidation. Donc même si c'est à la même date, parce que ça arrive souvent, ça ne doit pas être dans le même PV et pas à la même heure, sinon vous n'ouvrez pas de période de liquidation. En fait, faut garder la fictivité de on a eu une période de liquidation, on a produit des comptes de liquidation et donc c'est pour ça que ça peut pas être au même moment. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut quand même produire ces comptes de liquidation. Donc pour l'avoir à la même date, il faut quand même avoir appréhendé le sujet en amont, avoir désintéressé les créanciers et être en mesure d'avoir une réelle liquidation. Les autres questions, on essaiera d'y répondre directement par email parce qu'on a commencé à bien dépasser le timing. Florian, un grand merci pour ta participation à ce Avec plaisir. webinaire et pour toute la préparation qui était très fluide et très facile. Merci beaucoup. Merci Florian. Et évidemment, merci Émilie de nous avoir accompagnés sur ce webinaire à nouveau. On vous retrouve très bientôt et puis merci à tous. Merci à Bonne tous. journée. Bonne journée. Merci, au revoir.